Salut, c'est Hadès. Aujourd'hui, je vous emmène en Inde. Et c'est la folie. Les bijoutiers n'ont plus une once d'argent. Les primes s'envolent et le pays qui consomme le plus d'argent au monde est littéralement en train de vider le marché. Si vous aimez ce genre d'analyse, quand la réalité dépasse les graphiques, eh bien pensez à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire si, selon vous, c'est le début d'un vrai raz-de-marée sur le métal. Allez, on entre dans le vif du sujet. Mumbai, le cœur d'argent en panne. Le Zavari Bazar, ce labyrinthe étincelant du centre de Mumbai, a perdu sa voix métallique. Là où résonnaient jadis les marteaux des orfèvres, c'est désormais le silence de la pénurie qui règne. Les vitrines vides racontent une histoire qu'aucun commerçant n'aurait osé imaginer. Pour la première fois depuis des décennies, le plus grand marché de bijoutiers d'Inde suspend ses commandes d'argent. Les stocks ont fondu plus vite qu'un lingot au soleil. Selon plusieurs négociants interrogés par Reuters et The Economic Times, les ventes prévues sur 10 jours ont été englouties en 3. Les clients campent devant les échoppes avant même l'ouverture, espérant grappiller quelques grammes du métal devenu aussi rare qu'une bonne nouvelle budgétaire. Dans les ruelles saturées de cris et de prières, on parle désormais de primes de famine, jusqu'à 30 000 roupies au-dessus du prix officiel pour 1 kilo d'argent physique. Une folie pure. La cause? L'or, bien sûr. Sa flambée récente a poussé des millions d'Indiens à se tourner vers son petit frère argenté. Autrefois refuge des modestes, mais cette fois, la ruée a dépassé l'offre, et le marché tout entier s'est figé. Et le symbole est cruel. Le pays des dieux d'or se retrouve à genoux pour un métal blanc. Mumbai, jadis temple du commerce de l'argent, ressemble désormais à une ville en quête de miracles. Et comme si c'était pas suffisant, voilà que la bureaucratie attise le brasier. Car comme souvent dans les grandes tragédies économiques, l'administration a voulu jouer les pompiers et a fini en pyromane. Et face à la pénurie, le gouvernement indien a décrété que les importations d'argent et de bijoux non sertis seraient désormais restreintes jusqu'en mars 2026. Une mesure censée protéger les réserves de change, mais qui, dans les faits, a étouffé les arrivées de métal. Les importateurs doivent désormais obtenir une licence spéciale auprès de la Direction générale du commerce extérieur. Et résultat, des semaines de paperasse, des cargaisons bloquées et des artisans livrés à eux-mêmes. Pire encore, New Delhi a verrouillé les flux venant de Thaïlande, l'un de ses principaux fournisseurs. Et les chiffres officiels donnent le vertige. Les importations d'argent ont chuté de 42% sur les 8 premiers mois de 2025 à 3 302 tonnes seulement. Or, rappelons-le, l'Inde dépend à plus de 80% des importations pour satisfaire sa consommation domestique. Une telle décision revient donc à fermer les robinets en pleine canicule. Les bijoutiers du Zavari Bazar accusent le gouvernement de sacrifier tout un pan de l'économie pour des raisons politiques. Et ils disent: on nous impose des quotas pendant que les Américains stockent tout pour eux, souffle un artisan. Et il n'a pas tort, car rappelez-vous, les États-Unis ont classé l'argent comme minéral critique, provoquant une guerre feutrée de l'approvisionnement mondial. Le métal blanc devient désormais une arme géoéconomique, et l'Inde vient de devenir une victime collatérale. Il est donc logique que nous assistions au grand bond du métal blanc. Ceux qui pensaient que l'argent dormirait éternellement dans l'ombre de l'or se sont lourdement trompés. Depuis le début de l'année 2025, le cours du métal a connu une hausse vertigineuse de plus de 70%, franchissant la barre symbolique des 50 dollars l'once. Du jamais vu. À Mumbai, les prix de détail s'emballent. Les primes locales dépassent 13 000 roupies par kilo, tandis que les bijoutiers peinent à tenir leur devis. L'argent, longtemps boudé par les investisseurs institutionnels, est devenu la star des portefeuilles défensifs. Les fonds ETF spécialisés se sont rués sur les stocks, jusqu'à assécher le marché physique. UTI Asset Management, Kotak et ICIC ont même dû suspendre temporairement leur souscription, faute de lingots disponibles. Mais cette folie n'est pas que financière, elle est également industrielle. L'argent est le sang discret de notre modernité. Indispensable aux panneaux solaires, semi-conducteurs, batteries et aux technologies vertes. Mais le problème, c'est que cette demande croissante entre en collision frontale avec la raréfaction des stocks. Et les mines n'arrivent plus à suivre. Ainsi, un marché longtemps traité comme un parent pauvre se transforme en un champ de bataille mondial. La fièvre de l'argent n'est plus une métaphore, c'est une épidémie planétaire.
Et nous avons déjà un déficit structurel qui est impossible à combler. Le mal est plus profond qu'il n'y paraît en réalité. Car depuis plusieurs années, le marché de l'argent vit en déficit chronique. La consommation dépasse systématiquement la production. En 2025, la demande mondiale devrait atteindre 1148 millions d'onces, contre 1030 millions d'onces produites, soit un trou béant de plus de 117 millions d'onces. Et ce gouffre ne se refermera pas facilement, car contrairement à l'heure, 70% de l'argent provient de l'extraction de d'autres métaux, comme le cuivre, le plomb ou le zinc. On ne décide pas d'augmenter la production d'argent sans bouleverser tout un secteur minier. Et même si les prix flambent, les délais d'ouverture d'une nouvelle mine se comptent en années, parfois en décennies. La moyenne, c'est 17 années. Et pendant ce temps, les stocks des entrepôts de Londres et de New York, baromètre de la disponibilité mondiale, tombent à leur plus bas historique. Le réservoir se vide goutte à goutte. Chaque perturbation géopolitique, un conflit, une grève, une décision environnementale, une mine qui ferme, agit comme une secousse sismique sur un marché déjà fissuré. Le métal blanc est ainsi devenu le miroir de nos contradictions. Nous le voulons pour alimenter nos rêves, surtout écologiques, mais nous refusons d'en extraire davantage. N'est-ce pas un paradoxe brillant? En conclusion, nous assistons au crépuscule de l'argent bon marché. Au-delà du tumulte immédiat, une transformation silencieuse est à l'œuvre. Les États-Unis ont placé l'argent sur la liste des minéraux stratégiques à sécuriser, amorçant un tournant vers une économie des métaux souverain entre guillemets. L'Europe, elle, engluée dans sa dépendance industrielle, pourrait suivre. Quant à la Chine, déjà géant du solaire, n'a aucune intention de partager ses ressources. L'Inde, quant à elle, troisième consommateur mondial, devra choisir diversifier ses sources, recycler son argent ou miner son propre sol. Mais rien de tout cela n'arrivera du jour au lendemain. Dans cette recomposition géopolitique, l'argent redevient ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un métal monétaire, stratégique et ô combien politique. Son destin dépasse les bijoux et les barres et de très loin. Il touche à la souveraineté, à la technologie, à la survie économique. Et si cette crise n'était pas un accident, mais le signal d'un basculement historique? L'argent métal, ce vieil oublié de nos économies numériques, se rappelle à nous, avec la brutalité des vérités qu'on avait enterrées. Le temps de l'argent abondant est mort. Celui de la rareté vient de naître et il sera cher, très cher.